Certaines maladies attaquent le corps, d'autres attaquent directement notre attitude. Elles ne provoquent pas toujours de douleur immédiate. Elles ne se voient pas dans une analyse de sang et pourtant elles peuvent affaiblir notre santé, détruire nos projets et nous faire passer à côté de notre propre vie. Le plus inquiétant, c'est que vous souffrez peut-être déjà de plusieurs d'entre elles, sans même vous en rendre compte. Je peux vous parler de ces maladies avec honnêteté parce que je ne les ai pas uniquement observées chez les autres, je les connais, j'ai vécu avec elles. Et pour être totalement sincère, je ne suis pas encore définitivement guéri de chacune d'entre elles. Je connais le doute, je connais l'inquiétude, je connais l'indécision, je connais cette prudence qui se présente comme de la sagesse alors qu'elle cherche parfois simplement à nous empêcher d'avancer. Mais aujourd'hui, lorsque ces maladies reviennent, je les reconnais plus rapidement. Et ce que vous pouvez commencer à reconnaître ne peut plus vous contrôler exactement de la même manière. Dans cette vidéo, nous allons examiner 7 maladies de l'attitude. Elles peuvent toucher votre santé, votre travail, vos finances, vos relations et tous les projets que vous essayez de construire. Pour chacune d'entre elles, je vais vous montrer comment elles entrent dans votre vie, ce qu'elles commencent à détruire et par quelle attitude vous pouvez apprendre à la remplacer. Restez bien jusqu'à la dernière, parce que celle-ci, elle semble parfois inoffensive, mais lorsqu'elle devient une habitude, elle peut progressivement détruire tout ce que vous auriez pu construire. Maladie numéro 1, l'indifférence. L'indifférence ne vous dit pas détruisez votre avenir. Elle utilise des phrases beaucoup plus discrètes. Elle dit ce n'est pas si grave, nous verrons plus tard, ce n'est pas encore urgent, je commencerai quand j'en aurai vraiment envie. Et pendant que vous attendez cette envie, la vie continue. Le temps avance, votre corps change, vos habitudes continuent de produire leurs résultats. Et ce qui semblait pouvoir attendre commence doucement à s'installer. Personne n'atteint une destination choisie en se laissant simplement porter par les circonstances. On ne gravit pas une montagne en attendant que le sommet descende vers nous. Il faut choisir une direction. Il faut commencer à marcher. Et il faut parfois marcher sans enthousiasme, simplement parce que la destination compte davantage que l'humeur du jour. Dans la santé, l'indifférence prend souvent cette forme. Je sais que je devrais m'en occuper, mais je le ferai plus tard. Plus tard, lorsque la période sera plus calme. Plus tard, après les vacances. Plus tard, lorsque les enfants auront moins besoin de moi. Plus tard, lorsque je serai davantage motivé. Puis, les mois passent, la fatigue s'installe, la force diminue, le poids augmente parfois, les douleurs deviennent plus présentes. Et ce qui n'était pas urgent finit par devenir un problème. Nous rencontrons souvent des femmes qui ne manquent pas de connaissances. Elles savent qu'elles doivent bouger, elles savent qu'elles doivent mieux prendre soin d'elles, mais elles attendent encore que les circonstances leur donnent l'autorisation de commencer. Le problème, c'est que les circonstances parfaites ont une étrange habitude. Elles n'arrivent presque jamais. La solution à l'indifférence n'est pas un grand discours, c'est l'engagement. Pas un engagement spectaculaire, un engagement réel. 10 minutes de mouvement, un rendez-vous pris, une première décision tenue, une action qui dit « ma vie mérite que je commence à m'en occuper maintenant ». La deuxième maladie, c'est l'indécision. L'indécision ressemble parfois à de l'intelligence. Vous analysez, vous comparez, vous cherchez la meilleure méthode. Vous étudiez tous les risques, vous voulez être certaine avant de choisir. Mais pendant que vous refusez de prendre une mauvaise décision, le temps continue de décider à votre place. Je connais profondément cette maladie. Après 30 années passées dans l'éducation nationale, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer de la même manière. Mais comprendre qu'une route doit se terminer ne signifie pas que l'on voit immédiatement la suivante. Je quittais quelque chose de connu, une situation stable, un statut, des habitudes construites pendant des décennies, et je me dirigeais vers un nouveau projet sans posséder toutes les garanties. J'aurais pu rester assis sur cette barrière-là pendant plusieurs années. Mais j'ai fini par comprendre une chose. On découvre souvent plus rapidement une mauvaise direction en marchant qu'en restant immobile. L'action, elle vous donne des informations. Elle vous montre vos forces. Elle révèle les obstacles. Elle vous présente des personnes. Elle vous oblige à apprendre. L'immobilité, elle ne vous apprend souvent qu'une seule chose. Vous êtes toujours au même endroit. Il nous arrive de rencontrer des personnes qui savent exactement ce qu'elles ne veulent plus vivre. Elles ne veulent plus se sentir fatiguées. Elles ne veulent plus voir leur corps se détériorer. Elles ne veulent plus recommencer seules les mêmes tentatives. Elles comprennent même parfois qu'un autre chemin existe. Mais au moment de décider, elles réclament une certitude que la vie ne leur donnera jamais. Elles veulent être certaines de réussir avant même d'avoir commencé. Mais la vie ne montre pas toute la route à ceux qui refusent de faire le premier pas. Une décision imparfaite peut être corrigée. Une direction peut être ajustée. Mais une indécision prolongée finit parfois par devenir une vie que l'on n'a jamais véritablement choisie. Donc choisissez un cap suffisamment juste, puis commencez à avancer.
La troisième maladie, le doute. Le doute ne détruit pas toujours vos capacités, il les enferme. Une personne peut posséder du talent, de l'intelligence, de l'expérience, des possibilités réelles, mais si elle doute continuellement de sa propre capacité à agir, tout cela reste inutilisé. Le doute pose toujours les mêmes questions. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si j'échoue encore? Et si tout le monde découvre que je ne suis pas capable? À force de répéter ces questions, la personne finit par considérer ses peurs comme des vérités. À plus de 50 ans, j'aurais pu me raconter que le moment était passé, que l'on ne recommence pas une nouvelle activité à cet âge-là, que les projets ambitieux, ils appartiennent aux jeunes. Mais l'âge peut devenir deux choses. Il peut devenir une excuse pour rester immobile, ou il peut devenir une accumulation d'expériences mise au service d'un nouveau départ. C'est ça que j'ai choisi. Nous rencontrons actuellement des femmes intelligentes, courageuses et capables. Elles ont parfois élevé des enfants, traversé des séparations, supporté des périodes professionnelles extrêmement difficiles, accompagné des proches malades, résolu des problèmes bien plus complexes qu'un programme de renforcement ou qu'une organisation alimentaire. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de leur propre transformation, elles disent « Je ne suis pas sportive, je manque de volonté, je ne réussirai jamais à tenir ». Le problème n'est pas toujours leur capacité, c'est parfois la permission intérieure de l'utiliser. Croire en vous ne signifie pas prétendre que vous savez déjà tout. Cela signifie croire que vous pouvez apprendre. Cela ne signifie pas être certaine de ne jamais tomber. Cela signifie savoir que vous pourrez vous relever. Ne dites plus « je ne peux pas ». Dites « je ne sais pas encore comment ». Ce petit mot « encore » transforme une condamnation en possibilité. La maladie numéro 4, l'inquiétude. L'inquiétude est une activité très fatigante qui produit rarement un résultat utile. Elle vous fait souffrir aujourd'hui pour un événement qui ne se produira peut-être jamais demain. Elle vole votre sommeil, elle diminue votre concentration, elle consomme l'énergie dont vous auriez besoin pour résoudre le véritable problème. Je connais cette maladie également. Lorsque j'ai changé de vie professionnelle, l'inquiétude pouvait facilement remplir tout l'espace. Est-ce que le projet fonctionnera? Est-ce que les revenus suivront? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je serai capable de construire quelque chose de durable? L'inquiétude peut fabriquer des centaines de scénarios en quelques minutes, mais elle possède une faiblesse. Elle parle énormément et agit très peu. J'ai dû apprendre à remplacer une question inutile par une question plus utile. Non plus « et si tout se passe mal ?» mais plutôt « quelle action raisonnable puis-je accomplir aujourd'hui ?» Il existe une différence immense entre la préparation et l'inquiétude. La préparation, elle examine un problème pour trouver une solution. L'inquiétude examine le même problème encore et encore, sans jamais accepter aucune réponse. Certaines personnes imaginent tellement longtemps tout ce qui pourrait mal se passer qu'elles n'utilisent plus leur énergie pour construire ce qui pourrait bien se passer. Elles imaginent déjà l'échec, l'argent perdu, le manque de temps, la difficulté, le regard des autres. Elles souffrent donc aujourd'hui à cause d'un avenir qui n'existe pas encore. Les problèmes demandent de l'action. L'inquiétude demande seulement davantage d'inquiétude. Lorsque votre esprit commence à construire la catastrophe, revenez aux faits. Puis posez-vous une seule question. Quelle est maintenant la meilleure action qui dépend encore de moi? La maladie numéro 5, l'excès de prudence. Alors la prudence, c'est une qualité. Elle nous évite certaines erreurs. Elle nous aide à réfléchir. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut se transformer en prison. Pendant longtemps, je pensais que rester dans une situation connue représentait la sécurité. Mais une situation connue n'est pas toujours une situation sûre. On peut protéger son emploi et perdre progressivement son énergie. On peut préserver un salaire et laisser s'éteindre son enthousiasme. On peut éviter le risque de changer tout en acceptant chaque jour le risque de ne plus vraiment vivre. Lorsque j'ai décidé de quitter l'enseignement et de construire ce nouveau projet, je n'ai pas seulement regardé ce que je risquais de perdre en partant, j'ai dû regarder ce que je risquais de perdre en restant. Ma santé, mon énergie, mon équilibre et peut-être une partie de la vie que je pouvais encore construire. Nous faisons souvent la même erreur. Nous calculons le risque d'agir, mais jamais le prix de l'inaction. Une personne se demande « et si je me trompe ?» Mais elle ne se demande pas « et si je laisse encore passer une année, qu'est-ce qui va se passer ?» Elle se demande « et si cela me demande trop d'efforts ?» Mais elle ne calcule pas les efforts que sa situation actuelle lui demandera si elle continue à se détériorer. Elle se demande « et si cette décision ne fonctionnait pas ?» Mais elle oublie parfois de regarder tout ce qui ne fonctionne déjà plus. La prudence raisonnable vous aide à choisir. La prudence excessive utilise parfois des arguments raisonnables pour protéger une vie qui ne vous convient pourtant plus. Tout changement comporte un risque,
Mais rester exactement au même endroit en comporte également un. La question n'est donc pas comment éviter tout risque. La question est quel risque suis-je prêt ou prête à accepter aujourd'hui pour construire la vie que je désire vraiment. La maladie numéro 6, le pessimisme. Le pessimisme possède un talent remarquable. Il peut prendre une immense réalité et la réduire à son élément le plus décevant. Le pessimiste regarde un magnifique coucher de soleil et ne voit que la trace sur la vitre. La lumière est là, les couleurs sont là, la beauté est là, mais son attention a choisi la tâche. Dans la vie, il fait la même chose. Il voit le problème avant la possibilité, l'obstacle avant la solution, la raison d'abandonner avant même d'avoir commencé. Il nous arrive d'échanger avec une personne et de voir son esprit chercher immédiatement pourquoi une solution ne pourrait pas fonctionner pour elle. Elle ne demande pas encore comment pourrais-je rendre cela possible. Elle demande déjà pourquoi cela ne marcherait probablement pas dans mon cas. Elle possède peut-être 10 raisons d'espérer, mais elle sélectionne l'unique détail qui pourrait justifier son recul. Le pessimisme se présente souvent comme de la lucidité, mais ce n'est pas la même chose. La lucidité regarde les difficultés et les possibilités. Le pessimisme regarde uniquement les difficultés et elle appelle cela toute la réalité. Votre esprit ressemble à un terrain. Chaque conversation, chaque vidéo, chaque livre, chaque personne que vous écoutez y dépose quelque chose. Certaines idées sont des graines, d'autres ressemblent davantage à du poison. Et le poison reste du poison, même lorsqu'il est versé par quelqu'un qui vous aime. Une personne proche de vous peut vous conseiller d'abandonner parce qu'elle a peur pour vous. Elle peut vous dire que vous êtes trop âgé parce qu'elle a elle-même renoncé à commencer. Elle peut vous recommander de rester petite parce que votre changement dérange ses propres habitudes. Alors écoutez avec respect, mais ne donnez pas à chaque voix le droit de diriger votre avenir. Montez la garde devant la porte de votre esprit. Tout le monde peut parler, mais vous devez décider quelles idées ont le droit de rester. La maladie numéro 7, la plainte. La dernière maladie, elle semble parfois inoffensive. Mais lorsqu'on lui donne une petite place, elle cherche rapidement à occuper toute la maison. Il s'agit vraiment de la plainte. Se plaindre donne parfois l'impression d'agir. On décrit le problème, on explique pourquoi la situation est injuste, on raconte ce que les autres ont mal fait, on répète tout ce qui nous empêche d'avancer. Mais 5 minutes passées à se plaindre sont 5 minutes qui ne servent pas à chercher une solution, qui ne servent pas non plus à demander de l'aide ou qui ne servent pas à commencer une action. Cela ne signifie pas que vous devez nier votre douleur. Vous avez le droit de dire cette situation est difficile. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez le droit de demander du soutien. Mais il existe une différence entre exprimer une difficulté pour chercher une solution et construire toute son identité autour de cette difficulté. Une personne peut avoir parfaitement raison. Son emploi du temps est difficile. Son corps a changé. Elle manque de soutien. Elle a déjà connu plusieurs échecs. Elle a été déçue. Tout cela peut être vrai. Mais avoir raison sur la difficulté ne transforme pas la difficulté. À un moment, une autre question doit apparaître. Que vais-je maintenant faire de cette réalité? Certaines personnes veulent sincèrement que leur vie change, mais elles refusent toutes les décisions capables de provoquer ce changement. Elles veulent un nouveau résultat, sans traverser une nouvelle manière d'agir. Elles attendent que leurs circonstances deviennent différentes avant de devenir elles-mêmes différentes. Mais la vie fonctionne rarement dans cet ordre. Très souvent, elles demandent d'abord une décision. Puis, elles apportent progressivement les preuves que cette décision était nécessaire. Vous pouvez dire « cette situation est difficile, mais voici ce que je vais faire maintenant ». Ce mot « mais » peut devenir la porte de sortie. Nous allons voir maintenant le moment où une vie peut changer. Dans notre activité, nous avons parfois la chance de rencontrer une personne au moment précis où sa vie pourrait prendre une nouvelle direction. Elle sait que quelque chose doit changer. Elle comprend que son ancienne manière de fonctionner ne produit plus les résultats qu'elle désire. Elle voit parfois une possibilité. Elle rencontre peut-être les personnes capables de lui montrer un chemin. Et pourtant, au moment de décider, une ancienne attitude reprend le contrôle. L'indécision lui demande d'attendre. Le doute lui demande de ne pas croire en elle. L'inquiétude lui montre tout ce qui pourrait mal se passer. La prudence excessive lui fait oublier ce qui lui coûte déjà sa situation actuelle. Le pessimisme cherche une raison de reculer. Et quelques mois plus tard, la personne se demande pourquoi rien n'a changé. Une occasion ne transforme pas une vie simplement parce qu'elle apparaît. Elle transforme une vie lorsque quelqu'un possède le courage de la reconnaître et de lui répondre. C'est précisément pour cela que dans la méthode émergence, nous ne cherchons pas seulement à faire perdre du poids à une femme.
Quelques kilos peuvent être perdus avec une méthode stricte, puis être repris lorsque cette méthode disparaît. Notre objectif va plus loin. Nous voulons l'aider à devenir une femme qui sait choisir, une femme qui sait continuer, une femme qui sait se révéler, une femme qui ne transforme plus une difficulté en abandon, une femme qui prend soin de sa santé, non pas pendant quelques semaines, mais comme une nouvelle manière de vivre. Le renforcement musculaire transforme les capacités du corps. La nutrition, elle transforme la manière de le nourrir. Mais le mindset transforme la personne qui devra maintenir ses efforts. Et lorsqu'une femme transforme cette partie d'elle-même, les résultats ne restent pas enfermés dans sa silhouette. Ils peuvent commencer à se répandre dans son travail, dans ses relations, dans ses projets, dans ses décisions et dans toute sa manière de vivre. Pour conclure, je vais dire que peut-être avez-vous reconnu aujourd'hui l'indifférence, peut-être l'indécision, le doute, l'inquiétude, la prudence excessive, le pessimisme ou la plainte. Je les reconnais aussi en moi. Certaines reviennent encore frapper à ma porte. Mais les reconnaître change déjà le combat. Car ce que vous ne voyez pas peut vous contrôler. Mais ce que vous commencez à observer peut être combattu. Vous pouvez remplacer l'indifférence par l'engagement, l'indécision par un choix, le doute par l'apprentissage, l'inquiétude par la préparation, la prudence paralysante par une action courageuse mais réfléchie, le pessimisme par une vision plus complète de la réalité et la plainte par la responsabilité. Ces changements peuvent transformer votre santé, ils peuvent transformer votre corps, mais ils peuvent aussi transformer votre travail, vos relations, vos projets et la direction entière de votre existence. Vous ne contrôlez pas tout ce qui se produit autour de vous, mais vous pouvez progressivement apprendre à protéger ce qui se construit en vous. Et lorsqu'une personne change profondément son monde intérieur, son monde extérieur finit rarement par rester exactement le même. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai une petite question à vous poser maintenant. Parmi ces 7 maladies de l'attitude, laquelle reconnaissez-vous le plus dans votre vie aujourd'hui? Alors, dans les commentaires, écrivez simplement 1 pour l'indifférence, 2 pour l'indécision, 3 pour le doute, 4 pour l'inquiétude, 5 pour l'excès de prudence, 6 pour le pessimisme, 7 pour la plainte. Écrivez simplement votre chiffre dans les commentaires et ne choisissez pas celle qui vous paraît la plus acceptable. Choisissez celle qui vous coûte probablement le plus aujourd'hui. Enfin, si vous sentez que votre santé ou votre corps doivent changer, mais que vous ne savez plus quelle direction prendre, vous pouvez réserver votre rendez-vous d'orientation offert grâce au lien situé dans la description et que l'on mettra aussi dans le premier commentaire. Nous prendrons le temps d'analyser votre situation, de comprendre les freins qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer et de vous donner une direction claire, même si nous ne travaillons pas ensemble par la suite. Le lien se trouve donc dans la description et dans le premier commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.